Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus, avec Jane Birkin. Et racontez, Brian, je savais pas, donc vous avez repris cette chanson. Oui, j'ai bossé avec un producteur français qui s'appelle Dimitri Tikovoy. Il avait un projet qui s'appelle Trash Palace. Et puis avec John Cale des Velvet Underground était dessus. Et j'ai fait Je t'aime moi non plus avec Asia Argento, l'actrice. Une de mes actrices préférées parce qu'elle a fait Nuit aux hôtels de Abel Ferrara. Bah ouais, en plus, est-ce que vous avez vu Scarlet Diva, son film? C'est un chef-d'œuvre. Et alors, mais ce qu'on a fait, on a renversé les rôles. C'est moi qui a fait Birkin et c'est Asia qui a fait Serge. Ça aurait été trop simple. Quand Placebo est né, est-ce que le succès a été immédiat? Est-ce que tout de suite ça a bien marché? C'était le 3e 45 tours qu'on a sorti de notre premier album, qui est allé directement à numéro 4 dans les charts anglais. Et ça nous a choqués. Moi, j'ai jamais cru qu'on serait des artistes mainstream. J'ai toujours cru qu'on serait un groupe que les musiciens peut-être aimeraient bien, ou qu'on resterait culte pour très beaucoup plus longtemps. Qu'on se passerait le mot de Placebo un peu comme un mot de passe. Ouais, mais c'était quand ça s'est arrivé, d'accord, tu prends ça à bras ouverts, mais quand même c'était vraiment une surprise. Mais c'était parce que on parlait de ça avant, parce que quand on a sorti notre premier album, c'était Britpop, et nous on n'était vraiment pas à la mode du tout. Alors c'est ce groupe étrange qui s'est manifesté à Londres. Alors peut-être c'est pour ça, parce on était si différents, si pas à la mode, que les gens ont commencé à regarder. Mais moi j'étais étonné qu'une chanson qui parle de drogue et d'homosexualité se trouve à numéro 4 dans les charts. Un petit peu comme Je t'aime moi non plus, qui était la seule chanson française jamais qui a fait le numéro 1 en Angleterre. Alors c'était drôle, et puis après ça on s'est trouvé dans un toboggan, une montagne russe du rock'n'roll, et puis et c'est là où ça devient le plus difficile? Ah non, c'est devenu fun. C'est devenu très fun, assez dingue. Et mais mes mémoires de ce temps-là sont assez floues, parce que je me suis bien amusé. Qu'est-ce que c'est les charts? Ça veut dire le box-office? Exactement. Ah bon, alors, on a pris un mot anglais pour un autre mot anglais. Non, box-office, non, c'est trop compliqué. Les charts, vous allez comprendre. Hit parade. La hit parade. Hit parade. C'est pas très français non plus. Peut-être, mais c'est comme ça qu'on appelait ça ici, le hit parade. Le hit parade, le week-end. Voilà. Ouais. Pour rester sur les étiquettes, donc on parlait de ce vieux truc là qui avait été un peu inventé par la presse quand même, qui s'appelait la Britpop, où on nous rabattait les oreilles, la guerre entre Oasis et Blur, etc. Le glam rock, est-ce que ça existe, ou est-ce que c'est aussi une invention? Ça a existé, mais ça a eu vraiment pas... c'était pas vraiment une inspiration pour nous du tout. Et quand on vous a collé l'étiquette glam, ça vous a agacé un peu? Ouais, ça nous a agacé. C'est en kikinant. C'est parce que on a l'honneur d'avoir travaillé avec Bowie, et c'est parce qu'on a fait un film sur le glam rock que immédiatement les journalistes fainéants se sont dit ils sont un groupe glam rock maintenant. Je leur dis, quand un acteur joue un serial killer dans un film, ça veut pas dire qu'il est serial killer dans la vraie vie. C'est le cinéma, c'est pas la même chose. C'est peut-être parce qu'on porte du maquillage qu'ils se sont dit d'accord, on va glam rock, mais on est trop jeunes pour avoir été affectés par le glam rock. Nous, comme on disait, on est des enfants de la disco, de la new wave et du post-punk. Il faudrait des sous-titres pour des gens comme moi, je comprends rien de ce qu'ils disent. Le glam rock, mais c'est ce que Brian et moi on se tue à vous expliquer, Michel. Glam, c'est pour glamour.
Oui. Ça va mieux ou pas? Je m'en suis douté, oui. Voilà. Donc c'est un rock très théâtral, très mis en scène, où les gens peuvent se... Les années 70 avec Gary Glitter et tu vois, Ziggy Stardust par Bowie, vous connaissez. C'est Bowie qui a inventé le glam. Je ne peux pas vous dire oui. Mais là, Brian, on est dans le pur problème de l'interview. C'est jusqu'à quand on remonte. Alors, si avec Michel, il faut remonter jusqu'à Presley, on va pas s'en sortir. Oh non, avec moi, il faut remonter jusqu'à Charles Trenet. Bon, ouais, foutu, là. Et Sidney Bechet. Mais la musique classique, ça vous a intéressé à un moment donné? Ah oui, beaucoup. Ouais. À un moment donné ou toujours d'ailleurs? Toujours des gens comme, on est assez obsédé par Yo-Yo Ma, qui fait des grands violoncelliste, des suites de Bach. Ouais. Et puis il y a Arvo Part. Ouais. Ah oui, c'est intéressant. Qui m'étonne, c'est vraiment qui me comble. Moi, je suis aussi intéressé par la musique sacrée du 6e siècle, AD. Des gens comme Allegri, etc. Je trouve ça, c'est vraiment la musique qui me fait pleurer. C'est important. Je trouve que y a pas assez de musiciens qui écoutent d'autres genres de musique que seulement ce qu'ils font. Je pense que la plupart des gens qui ont beaucoup de succès dans le R&B et dans le hip-hop n'écoutent pas assez de rock, de classique, de jazz, de trucs comme ça. Et ça se voit dans leur musique. Et on n'a jamais été historiquement... c'est quoi le mot? Historiquement préjugé contre la musique. Nous, on s'en fout de quelle année la musique a été écrite. On n'est pas chronologiquement obsédé. C'est la qualité qui est importante. C'est l'âme qui est importante. Les êtres humains, ils ont pas vraiment changé depuis des centaines d'années. On est vraiment... Alors, il y a toujours, c'est les mêmes émotions. Alors, c'est très important. Ouais, pour nous, c'est important de Stéphane. faire une fusion de genres de musique, parce que ça, c'est l'avenir de la musique, je crois. Parce que, et l'attente de musique, on a eu tellement beaucoup d'années de musique. Et alors, pour la musique, pour être moderne, et pour tenir un futur, alors on croit que la fusion est très importante. C'est-à-dire que pour un musicien d'aujourd'hui, en fait, il faut avoir tout écouté et le plus possible, connaître le plus de choses possible. Absolument. Sinon, on se coupe une jambe ou un bras en tant qu'artiste. C'est pas intéressant si on écoute seulement ce qu'on fait. Et en même temps, Marianne, c'était une question que je voulais vous poser. Vous faites du rock, c'est-à-dire il y a une voix, une guitare, une batterie, une basse, et c'est quand même des chansons rock avec un format, ça dure 2 minutes 30, 3 minutes 30, 4 minutes. Vous faites pas des concept albums de 2 heures ou de la musique expérimentale. Vous tenez quand même à ça. Je trouve ce qu'on fait je trouve notre dernier album peut-être le plus expérimental. Il y a du jazz, il y a du reggae dessus, il y a du Miles Davis. Il y a du dub, il y a plein d'électronique, de sons électroniques dessus. C'est vrai qu'il y a une batterie, une guitare, une basse, mais dans le studio, moi et Steph, on joue tout. On n'a pas des rôles fixes. Il joue la guitare, il joue la basse, il joue les claviers, le piano, moi aussi. Et tout le monde, Steve aussi, il peut prendre n'importe quel instrument et puis il peut faire quelque chose avec. Et ça, c'est très important pour nous, d'avoir cette liberté. C'est ça je pense, qui nous pousse à trouver des sons différents, des trucs qui nous rafraîchissent. Et si ça nous rafraîchit, on espère que ça rafraîchira les autres. Ouais, en même temps, on aime le pop. Des groupes comme Blondie et ABBA et des choses comme ça. Moi aussi. Elle a un côté de pop chez Placebo aussi. Alors, les formats 3 minutes, 10 minutes par exemple, et les structures et les mélodies, ça nous plaît aussi. Ouais. J'aime pas trop, vraiment, j'aime pas trop les albums concept.
pour être honnête, historiquement, dans la musique, moi je trouve ça un petit peu chiant. Non mais voilà, vous auriez pas l'idée de dire que vous faites du rock progressif, comme on disait à l'époque, on laisse ça, qui maintenant a un synonyme d'ennui, on dit rock progressif. Oh. Et là, tu Muse. On laisse ça à Muse, ouais, ça c'est le boulot de Muse, pas placebo. Album concept, je sais pas non plus ce que ça veut dire, album concept. Non mais j'y renonce. Michel, non mais j'y renonce. Brian Molko, quand vous êtes monté sur scène la première fois, quand il a fallu vraiment affronter la scène et défendre vos chansons avec le groupe sur une scène, est-ce que ça a été un grand plaisir de se constituer votre personnage avec le maquillage, le côté androgyne, ou est-ce que c'était aussi une forme de vous protéger? Non, il y avait une évolution. Je vais pas commencer, je suis pas né avec du mascara sur la gueule. C'était une évolution. Quand on est musicien, on passe beaucoup de temps à trouver son identité, mais on le fait en public. Alors on fait beaucoup de bêtises, mais on les fait en public. C'est comme ça. Alors ça a pris un petit peu de temps, c'est vrai, mais j'étais complètement pétrifié pendant les premiers concerts. Absolument pétrifié. Ouais, on a vomi avant le concert, tous les trois. Avant. Tellement vous aviez peur. Ouais, c'était dingue. Mais j'avais ce feeling toujours que ma place en tant qu'être humain serait sur une scène. Et je suppose que c'est ça qui m'a poussé à faire ça. Et quand la presse anglaise raconte des conneries, pour le dire franchement, sur vous, des saloperies, des calomnies, vous vous dites que ça fait partie du cirque, que ça fait partie du jeu et que c'est pas grave, ou ça vous blesse? Si on a un être humain sensible, bien sûr que ça vous blesse, mais quand même, ce sont des jaloux, ce sont des gens qui peuvent pas faire ce que vous faites. Alors, il y a une culture très très différente en Angleterre qu'il y a ici en France, en tant que la presse musicale. En France et en Belgique, les BD la bande dessinée est considérée comme un art. Et comment? Et quelque chose comme ça n'arriverait jamais en Angleterre. Ici, on traite les artistes avec du respect. Et en Angleterre, tous les journalistes parce qu'ils sont si jaloux, et ils veulent c'est comme un réflexe ils veulent sentir qu'ils sont supérieurs à toi. Et c'est pas que je veux être supérieur aux journalistes. Je veux seulement qu'on nous traite avec un petit peu de respect, parce qu'on bosse comme des dingues pour ce qu'on fait. Alors c'est super rafraîchissant de venir ici et d'être traité comme un être humain, parce que on est plutôt traité comme une commodité là-bas. En général, je parle pas seulement de Placebo, je parle de tout le monde. Et il y a une immense pression sur les groupes d'être le groupe du mois. Ouais, et puis le mois après c'est quelqu'un d'autre. Il y a pas vraiment de fidélité avec la presse. C'est drôle. La seule façon de gérer tout ça, c'est arrêter de lire votre presse. Il y a Andy Warhol qui a dit: il faut jamais lire ta presse, il faut seulement le peser. Et la scène, c'est important, le faire des concerts, parce que vos concerts sont connus pour leur intensité. Enfin voilà, quand on va voir Placebo, on s'attend à être bouleversé, on va pas écouter comme ça des chansons. Et nous aussi, on attend, en tant que musicien, on attend d'être bouleversé par le public aussi. C'est un échange. Il faut que le public prenne quelques pas vers l'artiste et l'artiste prenne quelques pas vers le public pour qu'ils se rencontrent. Là, il y a un échange d'énergie qui est magique, je trouve, quand c'est vraiment un très bon concert. Brian, Stéphane, vous serez le 15 octobre à Lille, au Zénith. Je crois qu'ils ont rajouté une date supplémentaire le 19 parce que c'était plein. Et ensuite, il y a Rennes. Paris, le 18, c'est déjà complet. Vous pouvez rajouter une date? Non, je parle pour les fans. Pour déjeuner. Ouais, on fera une matinée. Une matinée, voilà, comme au théâtre. Il doit y avoir beaucoup de fans, parce que quand je suis arrivé, j'ai vu pléthore de jeunes filles. Michel. Oui. Au hit parade, justement, pour employer une expression que vous aimez bien. Il y avait Emmanuel Béard. Quand Emmanuel Béard est venu dans cette émission cet été, on pouvait plus passer là dans le studio. Et puis là, Brian et Stéphane, ça y est, ils l'ont battu. Voilà, c'est le plus de monde derrière la vitre. Respect, Jake, in the house. 22 octobre.